Hem, on pourrait imaginer pour, commencer cette analyse, de façon un peu visuelle, on pourrait imaginer un immense et majestueux immeuble haussmannien. Oui, la belle façade parisienne classique que le monde entier nous envie. Voilà, exactement. De l'extérieur, c'est parfait, c'est photographié sous tous les angles, mais à l'intérieur, dans le grand hall, il y a une assemblée générale des copropriétaires. Et là, l'ambiance est, disons, qu'elle est pour le moins électrique. C'est souvent le cas dans les AG, hein. C'est ça. Certains regardent les fondations avec angoisse et hurlent que l'édifice est complètement rongé par les dettes, qu'il faut tout purger avant que les murs ne s'effondrent. Et j'imagine que d'autres s'y opposent fermement. Absolument. D'autres s'exclament que la structure est très solide, que la valeur du bâtiment a doublé et que le seul vrai danger, c'est que les habitants historiques n'ont plus les moyens d'y vivre. Et puis, au fond de la salle, on a une faction qui propose purement et simplement de confisquer l'immeuble, ou même d'en démonter l'administration pièce par pièce. C'est une métaphore vraiment saisissante. Et pour le coup, elle illustre parfaitement le climat politique actuel à l'aube de ces élections municipales de Paris en 2026. Bonjour les bienvenus pour cette nouvelle plongée en profondeur au cœur de l'actualité politique. Aujourd'hui, on décortique un enjeu majeur pour les électeurs de la capitale. Bonjour. Et effectivement, la capitale est un carrefour historique singulier. On a épluché des dizaines de programmes, de déclarations, et surtout, et c'est notre base de travail aujourd'hui, ce fameux document de synthèse financière, le fichier zrupture.pdf. Un document très dense, très riche, et en le lisant, il y a un concept central qui saute aux yeux. Presque tous les candidats utilisent ce même mot, la rupture. Oui, tout le monde veut sa rupture. Seulement, personne ne met la même réalité derrière ce mot-là. Et c'est justement toute l'ambition de notre dossier du jour, décortiquer cette notion. Tout le monde promet de rompre avec le passé ou avec le système, mais avec quel mécanisme précis? Et surtout, la grande question, avec quel argent? C'est le nerf de la guerre. Mais avant de plonger dans l'ingénierie financière, il y a une mise au point cruciale à faire sur notre démarche d'aujourd'hui. Une règle d'or pour notre émission? Exactement. Les documents qu'on a sous les yeux balayent l'intégralité du spectre politique. Ça va de l'extrême gauche anticapitaliste jusqu'à l'extrême droite. Notre but ici s'inscrit dans une neutralité absolue. On ne distribue pas de bons points. Voilà, il ne s'agit pas de valider une idéologie ou de prendre parti. L'objectif est 100% pédagogique et bienveillant. On va analyser factuellement les propositions, comprendre leur faisabilité et exposer comment tout ça se finance. Pour que notre audience puisse se forger sa propre opinion sur des bases solides, loin des simples slogans qu'on entend sur les plateaux télé. Tout à fait. L'idée est de donner une vraie grille de lecture aux électeurs parisiens. Et promesses de cette campagne. Vous parlez de la situation financière de la ville, j'imagine. Exactement. Les candidats ne peuvent pas parler de rupture sans se positionner face à ce fameux mur budgétaire. Quel est le diagnostic clinique aujourd'hui? Eh bien, les chiffres ils sont assez vertigineux en fait. C'est le grand clivage de cette élection. La dette parisienne oscille aujourd'hui entre 10 et 12 milliards d'euros. 12 milliards. C'est gigantesque. Pour vous donner une idée de la trajectoire, en 2001, cette dette s'élevait à environ 1 milliard d'euros. Donc on l'a multiplié par 10, grosso modo. Si on ramène ça à la population, on est sur près de 5 000 euros de dette par habitant. D'accord. Ce qui fait de Paris la collectivité locale la plus endettée de France, si je ne me trompe pas. En valeur absolue, oui, tout à fait. Mais le chiffre le plus contraignant au quotidien, ce n'est pas le capital, c'est le service de cette dette. Chaque année, la ville doit débourser entre 530 et 540 millions d'euros uniquement pour payer les charges et les intérêts. Attendez, 540 millions par an, juste pour les intérêts? Rien que pour ça, oui. C'est fou quand on y pense. Pour donner une échelle à ceux qui nous écoutent, c'est l'équivalent du budget de construction de plusieurs dizaines de groupes scolaires flambant neufs, et ça s'évapore chaque année juste pour rembourser les intérêts. C'est colossal. Et c'est précisément ce constat qui coupe l'échiquier politique en deux blocs totalement opposés. Si je reprends mon analogie du ménage, endetté, le bloc de droite et du centre regarde ces chiffres et y voit une famille qui a cramé ses cartes de crédit pour maintenir son train de vie. Voilà, une famille qui frôle l'interdit bancaire et qui court à la ruine. Mais la gauche, de son côté, ne fait pas du tout, mais alors pas du tout la même lecture. Pas du tout. La majorité sortante et le bloc de gauche ont une ligne de défense très structurée. Eux, ils refusent totalement l'idée d'une faillite. Sur quoi ils s'appuient pour dire ça face à 12 milliards de dettes? Ils s'appuient sur le ratio d'endettement par rapport au budget global. En gros, cette dette représente environ 85% du budget annuel de la ville, et ils aiment bien comparer ce chiffre à l'international pour relativiser. Du genre, regardez les autres grandes métropoles mondiales. C'est ça. Ils rappellent que New York est à 95%.
et que Londres frôle les 200%. Surtout, il martèle que c'est une dette d'investissement. L'argent n'a pas été brûlé dans des dépenses courantes éphémères. Il a servi à acheter des choses concrètes. Exactement. Selon leurs calculs, cet argent a permis de doubler le patrimoine de la ville. Le patrimoine serait passé de 24 à 47 milliards d'euros en valeur d'actifs, notamment immobiliers. Ah oui, donc dans notre analogie, il se voit plutôt comme un entrepreneur audacieux, quelqu'un qui a pris un crédit pour acheter des immeubles dont la valeur a explosé sur le marché. C'est exactement leur argumentaire. Mais si on écoute le bloc de droite et du centre qui considère cette dette comme un péril mortel, la notion de rupture prend une tournure très managériale. Il faut trouver des milliards sans augmenter les impôts. C'est l'équation compliquée qu'ils doivent résoudre, oui. Rachida Dati, par exemple, elle promet un choc de gestion. Et dans les documents, elle cible particulièrement ce qu'elle appelle et je cite, un système de Ponzi immobilier. Il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Un système de Ponzi, c'est une arnaque pyramidale. Comment on peut comparer la gestion d'une capitale à ça? Bon, jusque-là, la finalité sociale, on la comprend. On achète pour loger des gens. Mais où est la faille dénoncée par l'opposition? La faille, selon eux, elle est dans le montage financier qui suit l'achat. Une fois l'immeuble acheté, la mairie ne le gère pas elle-même. Elle le confie à un bailleur social. Logique. Mais en échange de cette gestion, le bailleur verse immédiatement à la ville l'équivalent de 40 ou 50 ans de loyer. D'un seul coup, pas anticipation. Attendez quoi? 50 ans de loyer payé d'avance par le bailleur à la mairie? C'est ce qu'on appelle la capitalisation des loyers, oui. Et la ville inscrit cette énorme manne financière dans ses recettes de fonctionnement de l'année en cours. Ça lui permet de boucler son budget quotidien. Ah, je crois que je saisis le problème. On utilise des revenus garantis sur le demi-siècle à venir pour payer, je ne sais pas, l'éclairage public ou le nettoyage des rues d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui veut dire que l'année suivante, il faut recommencer. Il faut racheter de nouveaux immeubles pour obtenir de nouvelles avances sur loyer et équilibrer le budget à nouveau. D'où l'image du système de Ponzi. Une fuite en avant où il faut toujours injecter de nouveaux immeubles pour tenir debout. Exactement. C'est intenable à long terme, selon la droite. Donc la rupture de Rachida Dati, c'est de stopper net ses préemptions, ce qui économiserait des centaines de millions immédiatement. Et elle y ajoute une baisse de 3% par an des dépenses de fonctionnement. Et dans ce même bloc de droite, on a Pierre-Yves Bournazel qui aborde les choses sous l'angle de la débureaucratisation. Il parle d'une opération main propre. Oui, lui, son objectif chiffré, c'est de diviser la dette par 2 en trouvant 4,2 milliards d'économies. Il s'attaque au sommet de l'administration. Avec des mesures assez radicales sur le nombre d'élus, non? Tout à fait. Il pointe une anomalie, selon lui. Paris compte actuellement 32 adjoints au maire. 32 adjoints, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Surtout quand on compare à New York, qui n'en a que 9, ou Rome, qui en a 12. Bournazel veut diviser ce nombre par 2. Réduire les cabinets politiques, supprimer les voitures avec chauffeur, arrêter de payer des jetons de présence. Et sur les services de terrain? C'est là que sa réforme est la plus clivante. Il prévoit la privatisation totale de la collecte des déchets et du nettoyage des rues. Ah oui, on sous-traite tout au privé. Le but est de transférer la charge des pensions de retraite et la rigidité du statut public vers des prestataires privés, qu'il juge plus souples et moins chers. Et si on pousse cette logique libérale vraiment au maximum, on tombe sur le programme de Sarah Knafo. Là, on parle d'une rupture systémique. Un plan d'économie de 10 milliards d'euros sur 10 ans, du jamais vu à l'échelle municipale. Comment elle compte trouver 10 milliards? C'est faramineux. Par une coupe drastique. Son programme prévoit de diviser purement et simplement par 2 le nombre d'agents de la ville. On passerait de 55 000 à 28 000 fonctionnaires. Et tout ça pour quoi faire? Juste rembourser la dette? Non, l'engagement derrière, c'est de diviser par 2 la taxe foncière. Il faut se rappeler que cette taxe a subi une hausse très impopulaire de 52% en 2023. Elle veut inverser la vapeur. D'accord. Mais c'est là que j'ai besoin de lumière, parce qu'en croisant les fiches de ce bloc de droite dans notre fichier zrupture.pdf, je tombe sur un paradoxe qui me semble insoluble. Lequel? D'un côté, ils promettent de sabrer l'administration de moitié, de ne pas remplacer les départs à la retraite, mais de l'autre côté, presque tous promettent d'augmenter massivement la sécurité. Bournazel veut même tripler les effectifs de la police municipale pour atteindre 6 000 agents armés. Oui, on a l'impression d'une contradiction mathématique. Totalement. Couper les vivres de moitié, tout en recrutant massivement dans la police, comment on équilibre cette équation? C'est la fameuse ligne de crête de leur argumentation. En fait, ils s'appuient sur une théorie de réallocation radicale des ressources. C'est-à-dire? Selon leur diagnostic, la mairie souffre d'une suradministration en back-office.
Il y a des directions, des sous-directions, des strates de validation interminables qui ne produisent aucun service direct aux citoyens. Des postes de bureaucrates, en quelque sorte. Voilà. Leur stratégie, c'est d'assécher ces bureaux administratifs, de récupérer cette masse salariale et de la réinvestir exclusivement vers des fonctions de terrain. En résumé, on supprime un poste de cadre administratif derrière un ordinateur pour financer un policier dans la rue ou un éducateur. D'accord, je comprends mieux la mécanique. Alors ça, c'est si on considère que la dette est le problème numéro un. Mais passons au bloc de gauche. Eux considèrent que refuser d'investir, ce serait un suicide pour la ville. Exactement. Sauf que l'ancienne majorité a éclaté. Donc à gauche, la bataille des ruptures, elle se joue en interne. Et le cas d'Emmanuel Grégoire est super intéressant. Oui, son positionnement est un vrai numéro de funambule. Il a été premier adjoint de la majorité sortante, donc il est intrinsèquement lié au bilan financier et à la dette dont on vient de parler. Ce qui est compliqué quand on veut incarner le changement. Pourtant, il se présente comme l'homme d'une méthode nouvelle. Sa rupture à lui, elle est surtout politique. Il a tracé une ligne rouge très claire, il refuse catégoriquement toute alliance avec la France insoumise. Et sur le plan financier, Il rejette totalement le constat de faillite de la droite. L'austérité n'est pas une option pour lui. Il s'engage à ne licencier aucun fonctionnaire et à maintenir tous les services publics actuels. mais mathématiquement, s'il refuse de couper dans les dépenses, qu'il ne veut pas alourdir la dette et qu'il promet de protéger les classes moyennes des impôts, il la trouve où son enveloppe budgétaire pour ses projets écologiques? Eh bien, dans la rente spéculative. C'est sa cible. Son programme veut instaurer une taxation massive, très dissuasive, sur les logements vacants et les résidences secondaires. Ah oui, aller chercher l'argent là où l'immobilier dort, en quelque sorte. C'est ça. Et il veut aussi interdire complètement la création de nouveaux meublés touristiques, type Airbnb. Sa philosophie, c'est de dire que Paris génère énormément de richesses immobilières et qu'il suffit de contraindre juridiquement cette richesse pour qu'elle ruisselle vers le budget de la ville plutôt que vers des investisseurs internationaux. Une forme de captation de la rente. Mais face à lui, la branche plus radicale, incarnée par Sophia Chikirou pour LFI, estime que c'est largement insuffisant. Elle propose une rupture antilibérale totale. Oui, on change de dimension idéologique. Son référentiel historique, c'est clairement la Commune de Paris. C'est fascinant parce que pour elle, on a l'impression que le tableau Excel et les agences de notation, c'est secondaire, non? C'est même pire. C'est une illusion bourgeoise selon elle. L'urgence n'est pas financière. Le vrai danger, la vraie faillite de Paris, elle est sociale. C'est l'exil forcé des classes populaires face au coût de la vie. Et donc, sa rupture, elle porte sur quoi? Beaucoup sur la gouvernance. Elle veut introduire une démocratie directe hyper contraignante. Le RIC, le référendum d'initiative citoyen, et surtout le référendum révocatoire. Le référendum révocatoire, ça change complètement les règles du jeu politique. Totalement. Ça veut dire que si 10% du corps électoral le demande, on organise un vote pour destituer le maire au beau milieu de son mandat. Fini le chèque en blanc de 6 ans. C'est une épée de Damoclès permanente. Et pour financer son bouclier social sans aller pleurer auprès des marchés financiers, comment elle s'y prend? Elle innove avec la création d'un livret Paris Solidarité. Un peu comme un livret A, mais parisien. C'est exactement l'esprit. C'est un produit d'épargne citoyenne géré par le Crédit municipal. Les habitants prêtent directement leur épargne à la ville pour construire des crèches ou des logements avec une petite rémunération garantie. Ça contourne le circuit bancaire classique. Intelligent comme mécanisme. Et en plus, elle prône un bras de fer inédit avec l'État. Elle exige le remboursement immédiat des sommes que l'État doit à Paris, notamment pour les aides sociales non compensées. Ce qu'on comprend en analysant ce bloc de gauche, c'est que le mot rupture leur sert de bouclier. L'obsession de la dette de la droite n'est pour eux qu'un prétexte pour détruire le service public. C'est exactement leur grille de lecture, oui. Et puis, il y a la dernière catégorie de candidats, ceux qui poussent la logique de rupture jusqu'au bout. Les ruptures absolues, les antisystèmes, ceux qui pensent que le cadre même de la mairie est vicié. Là, on déborde du cadre purement municipal. Si on prend le Rassemblement national et l'UDR avec Thierry Mariani, la rupture se veut identitaire. Le modèle universaliste de Paris est attaqué frontalement. Oui, sa mesure phare, c'est l'instauration d'une priorité nationale pour l'accès aux logements sociaux et aux crèches. Alors, il faut quand même préciser pour notre audience que c'est juridiquement impossible pour un maire aujourd'hui. La loi française l'interdit. Absolument. Sa mise en œuvre dépendrait totalement d'un changement de la Constitution au niveau national. Mais sur le plan strictement budgétaire local, son document de campagne décrit une méthode claire, Laquelle? exclusivement vers les citoyens parisiens. Une rupture d'une radicalité évidente. Et si on va tout à fait à l'autre bout de l'échiquier politique, on trouve la candidature anticapitaliste, avec des figures comme Blandine Chauvel, Marielle Saunier ou Maëlle Pirot-Guimbaud. Leurs documents de synthèse sont vraiment fascinants à étudier.
J'ai adoré lire ça parce qu'il refuse d'enfiler le costume traditionnel du maire bon gestionnaire. J'ai été arrêtée par une citation de Marielle Saunier. Elle écrit, noir sur blanc, je cite, « Si je suis élue, je ne vais rien faire en fait. » C'est d'une honnêteté brutale, oui. Promettre l'inaction administrative dans une élection, c'est une approche assez vertigineuse. Et ça résume parfaitement la doctrine anticapitaliste. Pour eux, le budget de la mairie, avec ses contraintes légales, ses déficits, les validations de la préfecture, c'est un carcan capitaliste illégitime. Pierrot Guimbaud parle même d'une économie de guerre imposée par l'État. Oui, il accuse l'État de sacrifier les dépenses sociales de Paris pour financer le budget militaire national. C'est un peu comme si un syndicaliste se présentait à l'élection du conseil d'administration de son usine. Oui, Mais pas pour diriger l'entreprise. Juste pour utiliser le bureau du PDG afin de coordonner une grève générale et envoyer balader les actionnaires. le parallèle est parfait. Leur financement ne repose sur aucune optimisation fiscale complexe. Leur méthode, c'est l'affrontement. La confiscation des profits des multinationales basées à Paris, une taxe punitive sur les milliardaires et la grève générale. L'hôtel de ville devient juste une barricade pour la lutte des classes. En prenant un peu de recul sur l'ensemble de ces visions pour 2026, on se rend compte que l'enjeu transcende de très loin les discussions habituelles sur les pistes cyclables ou la propreté. Ce scrutin s'annonce comme un vrai référendum sur l'âme de la ville. Faut-il purger Paris par un électrochoc managérial, la protéger derrière un bouclier social, ou utiliser la ville pour renverser un système global? C'est le choix qui s'offre aux électeurs. Mais pour conclure, j'aimerais qu'on aborde un dernier point. Quelque chose qu'on a vu en filigrane dans le fichier zrupture.pdf et qui m'a beaucoup marqué. La fameuse rupture silencieuse. Oui, L'obsolescence programmée de la fonction même de maire. c'est peut-être la tendance la plus fascinante de tous ces programmes. Face à la méfiance des citoyens, plusieurs candidats proposent carrément de diluer leur propre pouvoir. Sarah Knafo, par exemple, veut gouverner par des référendums obligatoires pour tout projet de plus de 10 millions d'euros. Et elle veut utiliser un jumeau numérique de Paris, une modélisation par intelligence artificielle pour calculer l'impact exact d'une politique avant de soumettre le vote aux citoyens. Et Pierre-Yves Bournazel, de son côté, propose des hackathons citoyens tous les 6 mois. Des experts et des habitants viendraient auditer librement les comptes pour traquer le gaspillage. On assiste à un transfert de souveraineté. La figure traditionnelle du maire, le bâtisseur omnipotent, s'efface devant l'algorithme, la data et l'expertise citoyenne en ligne. Et c'est précisément sur cette réflexion vertigineuse qu'on va laisser ceux qui nous écoutent. À force de promettre de redonner le pouvoir direct aux citoyens via l'intelligence artificielle, les candidats n'avouent-ils pas, au fond, l'échec de la démocratie représentative locale ? C'est la grande question, oui. Le futur maire de Paris, en 2026, sera-t-il encore un vrai dirigeant visionnaire ou va-t-il devenir un simple exécutant d'une modélisation validée par les votes en ligne de notre immense assemblée de copropriétaires ? Le fameux immeuble haussmannien n'a pas fini de trembler sur ses fondations. Pas du tout, non. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. À très bientôt pour un nouveau dossier. Merci, à bientôt.